professeur émérite aussi en psychologie clinique à l'Institut de psychologie à l'Université de Paris-Descartes, co-directrice aussi avec Jean-Paul Rolland des livres cahiers pour la psychanalyse. Enfin, tu travailles beaucoup dans le milieu de l'écriture. Tu t'es beaucoup attardé aussi. C'est vrai, tu fais de l'enseignement. Je sais que tu fais de l'enseignement aussi à l'université. Tu fais de la clinique en pratique privée, mais tu en fais aussi, je crois, à l'hôpital. Peut-être que j'ai mal compris, mais il me semblait entendre ça. J'aimerais que tu me parles aussi, avant d'aborder plus ton travail d'écriture, de ton parcours, ce qui t'a amené finalement à la psychanalyse. Alors, bon, d'abord, quelques petites rectifications, Oui, parce que le temps passe et les choses changent. Effectivement, je suis professeure émérite, c'est-à-dire j'ai arrêté mes activités universitaires il y a 2 ans. Et c'est vrai que j'ai longtemps travaillé à la fois à l'université en libéral et à l'Institut mutualiste Montsouris, dans un service de psychiatrie de l'adolescent et du jeune adulte, où j'ai vraiment, comment dire, trouvé à la fois une grande source d'intérêt et d'expérience. J'aurai l'occasion d'y revenir. Et puis bon, juste un petit mot, là, les livres cahiers qu'on a publiés pendant 20 ans, 15 ans, je sais, plus de 15 ans, oui, avec Jean-Claude Rollens, ont arrêté l'année dernière. Donc il y a des choses qui appartiennent au passé, et puis il y en a d'autres qui sont présentes et plus tournées vers l'avenir. Alors, pour répondre à ta question, moi je ne suis pas venue tout de suite à la psychanalyse. D'abord, j'ai une formation littéraire et j'ai fait très brièvement des études de philosophie. J'ai une licence de philosophie. Et puis, je me suis engagée dans des études de psycho. J'habitais en province, dans le sud de la France, à une période où finalement la psychanalyse commençait juste à poindre, en tous les cas dans les universités de province. Et dans l'université où j'étais étudiante, et où je faisais beaucoup de psychologie expérimentale et de psychologie sociale, ce qui était quand même dans mon cursus, j'ai rencontré René Caes, qui a été mon prof. Et là, j'ai commencé à être extrêmement intéressée par la dynamique de groupe. Il m'a engagée pour être observatrice dans des groupes. Et puis, c'est par lui, par ses enseignements, que j'ai eu le projet et que j'ai décidé de venir à Paris parce que j'avais envie de faire du psychodrame. Mais à ce moment-là, j'avais 20 ans, même pas. Du côté de la psychanalyse, j'avais des réserves, comme on peut en avoir. Je trouvais qu'il y avait trop de... La psychanalyse m'intéressait en tant que telle, bien sûr, mais devenir même psychologue clinicienne, je trouvais que c'était trop de responsabilités que par rapport aux autres, par rapport aux patients, tout ça. Bref, j'avais énormément de résistances qui ont très vite cédé au cours de ma rencontre avec Didier Anzieux. Je voulais m'inscrire dans son université. Je lui ai bien expliqué avec beaucoup de rationalité mon propos. Je voulais faire de la psychologie sociale clinique, mais surtout pas de la psychopathologie. Et puis je suis sortie de son bureau, inscrite en psychopathologie. Et là, pour moi, ça a été une espèce d'emballement, de passion. J'ai eu comme prof, ils étaient jeunes, enseignants à l'époque. J'ai rencontré à Nanterre, d'abord Didier Anzieux, bien sûr, qui a beaucoup compté dans ma vie. J'ai rencontré Daniel Vidloché, qui faisait de la psychopathologie de l'enfant. J'ai rencontré Roger Doré, donc plein de gens que finalement... Tu étais déjà vraiment trempée, absolument, au cœur de la psychanalyse. Et puis j'ai fait du psychodrame, du psychodrame analytique pendant 1 an. Et là, il y a des choses qui se sont passées au psychodrame. Et voilà, j'étais vraiment... C'était une période où les enseignements se faisaient vraiment dans une dimension extrêmement humaine, quoi. On avait ce qu'on appelait des présentations de malades, mais on était 15 étudiants, des Roger Doré ou Daniel Vidloché qui les faisaient, et voilà. Donc c'était... Alors évidemment, étant engagée avec ces gens-là, comme
comme enseignant, c'est mhm. sûr que j'étais extrêmement intéressée par la psychanalyse et que j'ai Oui, commencé en tout cas. à travailler, quoi. C'est pour ça que je suis restée très fidèle, moi, à l'idée que la place de la psychanalyse à l'université était importante. Parce que finalement, elle permettait une sensibilisation et plus que ça, des étudiants qui laissaient leur marque, quoi. Alors que dans les années 70, une période où la psychanalyse occupait le devant de la scène, à la fois sur le plan intellectuel et culturel, quand c'était pas très bien vu d'être universitaire, on était pour la psychanalyse pure, quoi, voilà, hors les murs, justement pas hors les murs, enfin bon, il y avait beaucoup de débats à ce moment-là, je pense que entre les analystes, ceux qui allaient à l'université, comme Laplanche, Fédida, Anzieux, et ceux qui ne voulaient pas y aller. Quelqu'un comme Pontalis a été longtemps très réservé par rapport à une implication universitaire. Aujourd'hui, ça paraît étrange, mais c'était comme ça. Et donc, je suis rentrée à Paris 5, Paris Descartes, à l'époque ça s'appelait Paris Sorbonne, pour faire mon diplôme de psychopathologie. À ce moment-là, pour avoir mon diplôme. Et puis c'est là que j'ai découvert, en rencontrant Nina Roche de Traubenberg, les méthodes projectives et surtout l'interprétation psychanalytique des épreuves projectives. Et puis, comme j'étais très jeune, j'avais eu mon bac de bonheur, tout ça, et que j'aimais les études, même si j'étais un peu paresseuse à l'époque, beaucoup plus que maintenant, quand j'ai eu mon diplôme, ça m'a semblé impossible de ne pas poursuivre des études. Donc j'ai été voir Miloché pour faire une thèse de troisième cycle en psychologie clinique, en psychopathologie. Et mon thème, c'était, je me souviens, il avait ri très discrètement d'ailleurs, parce que, encore une fois, j'étais très jeune, hein, je savais. Je dis, ben voilà, moi je voudrais faire une thèse sur le surmoi. Ah oui? À ce moment-là? À ce moment-là, oui. Le surmoi alors il avait souri, là? oui, j'en étais déjà là. Et alors il avait souri, il m'avait dit, oh ça c'est une question quand même qui est difficile d'aborder de front, mais quand même il m'avait prêté un rapport qui était consacré au surmoi et qui était un des rapports de psychanalyse de langue romane. Et je me souviens, comme j'avais travaillé dessus, alors que j'avais une très faible culture, même en ce qui concernait les écrits de Freud, quoi. Et puis, bon, quasiment tout de suite, il m'a proposé un poste d'assistante à l'université. C'était un statut intéressant, c'est-à-dire que c'était pour le temps de la thèse, on assurait un certain nombre d'heures de cours, et puis tu étais vraiment bien entourée, hein? Ah oui, moi j'ai fait des rencontres formidables. Quand je t'écoute, vraiment, là, je voulais aborder avec toi un peu tes influences et tout ça, mais là, tu en parles. Je veux dire, j'avais en tête beaucoup Freud, bien sûr, qui est au cœur de ton travail. On pourrait revenir aussi, Pontalis aussi, mais quand j'écoute au niveau de ma vie, de mon parcours, j'ai fait des rencontres formidables. Assez formidables, vraiment. Pontalis, je l'ai connu beaucoup plus tard, quand je suis rentrée à l'APF. C'était plus tard. On pourra peut-être y revenir aussi, mais nous autres ici, ce qui nous frappait à Québec, quand on abordait tout ça, on trouvait que ton écriture, dans ton écriture, il y avait quelque chose de l'écriture de Pontalis aussi. On sentait. Ah oui, vraiment, on sentait. Écoute, j'aimerais peut-être aborder avec toi, le temps file vite, je trouve ça intéressant, puis il y a tellement de richesse dans tout ce que tu nous as apporté hier, dans tous tes écrits. C'est pour ça que j'ai mon petit iPad, parce que je voudrais revenir sur certaines élaborations que tu as faites. C'est clair que je dirais, bon, tu me resitueras dans le temps aussi, peut-être les 15 ou 20 dernières années, tu t'es beaucoup comme psychanalyste, dans l'écriture de la psychanalyse, tu t'es beaucoup attardé aussi aux problématiques narcissiques, identitaires, de la mélancolie, tout ce qui est de l'ordre de la mélancolie et tout ça. Et j'aimerais rapporter ici, pour que tu nous en parles, de tes propos que tu avais tenus, et je trouve qu'il fait bien le lien, en tout cas, entre ton livre du féminin mélancolique que tu as écrit en 2003, le dernier livre qui est un peu le sujet, l'objet de notre travail hier. Je vais tenir quelques propos, c'est ça, pour que tu nous en parles un peu plus, quoi. Donc,
C'est ça, tout au long de tes écrits, que ce soit à l'intérieur du féminin mélancolique ou comme tu nous dis, je me suis d'abord laissée emporter par les excès narcissiques de la mélancolie, en y cherchant d'autres formes de la séduction et du masochisme. Bon, ça a été ce qu'on appelle plus aussi dans le féminin mélancolique, ça a été plus ce que toi tu appelles la première logique. Davantage dans la logique du même, de l'indifférenciation, qui, elle, est plus en lien avec la deuxième topique, si on fait un petit peu de métapsychologie autour de ça, jusqu'à l'amour de la différence, qui, elle, est plus de l'ordre de la deuxième topique, mais liée à la première logique. Donc, vous nous dites, je me suis attachée cette fois-ci à une autre logique, celle de la différence, qui soutient et affirme au-delà de l'altérité l'existence et la reconnaissance d'objets internes pris dans le réseau de la sexualité, quel qu'en soit le registre. Tu peux me parler. Et à l'intérieur de tout ça, on sent bien sûr que l'Édipe, ça devient quelque part comme ta voie privilégiée d'élaboration. C'est très central à l'intérieur de tout ça. Donc, mais tu peux nous parler un peu de ce parcours-là dans tes écrits? Alors, en vérité, cette question du féminin mélancolique, elle est le produit d'une longue expérience justement de mon travail d'analyste à l'Institut Mutualiste Montsouris, où je suis entrée en 1975, au moment où je commençais ma formation analytique, et où c'est un service de psychiatrie de l'adolescent et du jeune adulte, et c'est un service dans lequel on recevait, et on continue d'ailleurs de recevoir, beaucoup de jeunes filles qui présentent de graves troubles des conduites alimentaires. Il y avait beaucoup aussi de tentatives de suicide. Puis moi, j'ai aussi travaillé à l'hôpital de jour avec des patients psychotiques et des patients borderline sévères. Et dans les traitements de ces jeunes filles qui présentaient cette symptomatologie quand même, mais c'était des troubles sévères, hein, c'était pas juste des anorexies ou des boulimies. Il y avait un suivi, il y avait une hospitalisation, la mise en place d'un protocole de soins, etc. Bon. Alors effectivement, la question du narcissisme et de la sexualité, elle se pose de manière particulièrement aiguë à différents moments de la vie, même si ça nous accompagne du début jusqu'à la fin. Mais au moment de l'adolescence, c'est quand même particulièrement vif, quoi. Et je me suis retrouvée avec ces jeunes filles qui avaient des conduites autodestructrices, qui visaient très préférentiellement leur corps. Mais c'est pas simplement le corps, c'est le corps sexué. C'était leur corps de femme, leur corps de fille qui était attaqué. Ce qui montre bien quand même que, au fond, la question de l'identité sexuelle demeure même lorsque il peut y avoir une souffrance ou une douleur psychique qui s'attache à d'autres problématiques, et plus particulièrement chez ces jeunes filles, il y avait cette attaque du corps, très autodestructrice, mais il y avait aussi une autre dimension dans leur symptomatologie qui m'a beaucoup retenue, à savoir la dimension compulsive et le recours à l'acte. Et dans cette dimension compulsive, on voyait bien quand même au décours des traitements, puis bon, c'était quelque chose de assez connu finalement, qui s'est dégagé assez rapidement au niveau de la prise en charge de ces jeunes filles, c'est que ces conduites agies et compulsives, elles ont quand même comme visée d'éviter d'éprouver la douleur psychique, et en particulier la dépression, et en particulier la souffrance psychique qui est attachée à la perte d'objet, quoi. Donc il y avait cette conjonction du corps de femme attaqué, donc la question du sexuel qui était quand même là très fortement, et tout aussi fortement intriquée la question de la perte et l'extrême difficulté finalement à se séparer, et en particulier à se séparer de la figure maternelle. Donc c'est là que se sont articulées pour moi la question du narcissisme et de la mélancolie bien sûr, mais avec quand même, et ça c'est au traitement analytique que je dois c'est, comment dire, cette prise de connaissance en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on avait quand même tendance à penser
les choses en psychopathologie analytique, je caricature, hein, de Mhm. façon assez ciblée, c'est-à-dire la névrose, c'était problématique sexuelle et de castration, les fonctionnements limites, c'était des difficultés au niveau de la perte d'objet, de la dépression, et les fonctionnements psychotiques, c'était l'angoisse de morcellement, la perte du contact avec la réalité, etc., etc. Et puis, il y avait attaché à ces catégories, finalement, aussi des grandes comment dire, configurations conflictuelles. Et on avait tendance à penser que le complexe d'Oedipe, qu'on entendait quand même beaucoup, essentiellement dans ses formes relativement structurantes, le complexe d'Oedipe, c'était pour les névroses et pas pour les autres. On était dans le pré-Oedipe chez les autres. Et alors, ce que j'ai découvert, enfin avec des patientes, c'est que il y avait, bon, d'autres le faisaient parallèlement aussi, hein, mais c'est pour cibler plus précisément le mouvement de mes réflexions. En fait, il y avait une problématique oedipienne qui était mais absolument flamboyante, tellement flamboyante que justement elle nécessitait des recours défensifs drastiques, coûteux et finalement délétères, quoi. Et bon, l'objet quand même principal de Féminin mélancolique, il y a plusieurs thématiques qui apparaissent dedans, mais il y a quand même cette idée des fantasmes de séduction dans leur version mélancolique. Bon, vite, hein, la version classique hystérique, c'est l'autre, c'est l'adulte, c'est le père qui est accusé d'être le séducteur. Mais chez ces filles-là, ce qui apparaissait, c'était quelque chose d'autre, c'était elles qui étaient coupables, c'est leur corps de femme qui était excitant, c'était elles qui étaient activement séductrices. Voilà. Et donc elles étaient à la fois criminelles et bourreaux. Et au fond, c'est ça le noyau du féminin mélancolique, c'était quand même ça. Alors du coup, effectivement, comme je suis une lectrice passionnée de Freud, je suis revenue au texte, différents textes, mais aussi j'ai décortiqué Deuil et mélancolie pour essayer d'avancer de ce côté-là, et en particulier pour dégager une forme d'identification mélancolique qui va évidemment bien au-delà des identifications hystériques, mais aussi au-delà des identifications narcissiques. Mais on sent quand même aussi dans tout ce parcours-là, ben écoute, quand je dis on sent des fois quand on lit, on se projette aussi dans nos lectures. Mais moi, j'avais l'impression à l'intérieur de ça aussi, mais tu le dis quand même qu'il y avait toute une portée philosophique aussi, un peu en lien avec les écoles de psychanalyse un peu partout, qui accordent une grande priorité à l'objet primaire. Toi, tu n'es pas ça, loin de là, tu y retournes aussi, mais on sent dans ce besoin-là aussi de faire de l'éthique, moi je dirais une des voies d'élaboration privilégiée du travail, comme quelque chose d'important, qu'on revienne à l'éthique aussi. Oui, mais oui, tout à fait. C'est-à-dire, c'est l'idée finalement que, au fond, il y a un horizon oedipien ou des sources oedipiennes qui sont là de toute manière au niveau de cette configuration. Mais pour moi, le problème le risque, le risque de la psychanalyse à certains moments, c'est d'abandonner la question de la sexualité et aussi de l'Oedipe qui constitue effectivement une référence primordiale parce que ça contient à la fois l'ambivalence, l'ambivalence, l'amour, la haine, à la fois la question des identifications, la référence au masculin, au féminin, à la fois la conflictualité entre le désir et les interdits, à la fois les choix d'objets, c'est-à-dire c'est une espèce de configuration qui condense plusieurs courants de problématiques. Mais ce qui m'intéresse, tu vois, c'est pas tellement de mettre l'Oedipe comme une espèce de représentation but ou de structure coiffante. C'est les différentes modalités de construction de l'Oedipe qui peuvent être extrêmement variables d'un individu à un autre, bien entendu, et que je n'utilise en aucune manière sur un mode diagnostique. Je veux dire que je pense pas que c'est à partir du repérage de l'Oedipe, on va dire on est dans la névrose, et alors c'est comme si, c'est comme ça, etc. Mais ce qui m'intéresse finalement, c'est de pouvoir penser, et peut-être que j'ai été étonnée par le mot que tu as utilisé, philosophie, peut-être il y a quelque chose de cet ordre, c'est que il me semble que dans le mouvement même de la cure, dans la méthode analytique,
le, ne pas se replier uniquement sur le duel, sur le fusionnel, sur seulement des commencements qui seraient pris justement dans une espèce d'entité toute puissante. C'est pas que ça n'existe pas, hein, mais qu'est-ce qu'on fait pour se dégager par rapport à ça, quoi, quelles sont les voies de construction, quel est le dynamisme qu'on peut essayer l'importance de la régression aussi. Hein, exactement. Mais c'est pas du tout la même chose de penser qu'on est pris comme ça, englué massivement dans une relation originaire complètement, et penser l'analyse sous forme de régression. C'est-à-dire que moi je pense en effet qu'il y a des moments de l'analyse qui sont extrêmement pénibles et difficiles, où c'est la régression qui l'emporte, et où on est pris dans ces mouvements de confusion, d'emballement, de mélancolie aussi, pour l'analyste et pour le patient, et que, enfin, pour autant, je récuse absolument pas le caractère extrêmement, très essentiel des commencements de la vie psychique. Mais, voilà, il y a quelque chose qui m'importe et qui est vraiment lié, alors, pour le coup, à la philosophie de la psychanalyse, me semble-t-il, c'est que les choses ne sont pas définitivement mises en place dès le début, quoi. Et c'est ça qui, je veux dire, dans les perspectives trop biologisantes, on peut avoir l'impression que voilà, c'est comme ça, il y a un donné. Ou bien on pourrait penser aussi, de manière analogique, que dans certaines positions psychiatriques ou psychopathologiques, puisque ça s'est passé comme ça dans les débuts, alors ça va rester. Alors évidemment, les modalités de changement, elles sont très différentes. Les potentialités, elles sont plus ou moins ouvertes de changement selon les individus. Mais au fond, pour moi, l'analyse, c'est une manière de ne pas croire au destin. De remettre en mouvement. De remettre les choses en mouvement, de penser qu'effectivement, il peut y avoir une mobilisation grâce au transfert des potentialités de changement, et que donc on arrive comme ça à un peu plus de liberté. C'est pour ça que comme je pense que la relation duel peut être effectivement éminemment engluante et enlisante, je trouve que c'est important, sans excès de suggestion évidemment, de penser les choses dans la différence, et en particulier la différence des sexes. Même si ça n'exclut pas la logique de la mélancolie, dont je pense qu'elle est extrêmement présente. En tout cas, on sent vraiment un enchevêtrement. Hein, voilà, c'est ça. Ah oui, vraiment. C'est ça, c'est un enchevêtrement pour moi. C'est très agréable dans ce sens-là, parce que c'est de l'ouverture aussi. Puis on a comme l'impression, quand on te lit, c'est ça, de toujours être au cœur de l'inconscient, et surtout d'être dans la chair. Moi, j'appelle ça comme ça, d'être dans la chair de l'inconscient, en même temps, plus près du corps. C'est très vivifiant, moi, je dirais. On va parler maintenant, on en parle depuis tantôt, quand même du féminin, mais peut-être pour faire un lien aussi avec Winnicott, le féminin pur de Winnicott, que tu abordes entre autres, que tu abordes peut-être dans le féminin mélancolique, je me rappelle moins, dans ton deuxième volume, oui. On sait que lui aussi, finalement, le féminin, bon, c'est ça, tu en parles depuis tantôt, là, il est très central dans tout ton travail. Tu nous parles d'un féminin qui est inscrit à la fois dans le registre de l'Édipe, mais d'un féminin aussi qui plonge ses racines dans les arcanes de l'angoisse de perdre l'amour de l'objet. Dans ce double mouvement, tu nous dis, bon, je reviens encore à tes propos parce que c'est très dense, je veux quand même être au plus près aussi de ce que tu nous amènes. Donc, dans ce double mouvement, la bisexualité, le masculin et le féminin pour les deux sexes, déjà là en partant, est fortement engagée. Mais on a comme l'impression aussi, Catherine, que ce féminin-là serait antérieur, en quelque sorte, au féminin masculin de la bisexualité. Quand tu nous dis, ce féminin-là, point de sédimentation essentielle de la bisexualité des identifications, laisserait une empreinte indélébile, témoignant d'une séparation toujours impossible ou imparfaite avec la mère et marquant à jamais la condition des hommes. Oui, c'est ça. Écoute, moi, c'est une question qui est toujours là quand je te lis aussi. J'ai comme l'impression qu'effectivement, il y a un féminin qui est là et qui vient vraiment de cette première relation, qui est différent de la bisexualité. Bon, écoute, est-ce que ça fait sens pour toi? Ou... Oui, c'est-à-dire que moi, j'accorde une très grande importance
à l'identification, dans la construction psychique. Identitaire. Voilà. Donc, alors, c'est vrai que la question de la relation à l'objet primaire, elle me paraît importante, mais quand, dans le passage là que tu cites, ce que à ce moment-là j'avais essayé de dégager, c'est l'idée que, au bout du compte, cette entité mère-enfant des commencements de la vie, elle laisse une empreinte en termes d'une identification à cette mère-là, et que ça inscrit, je ne sais pas si je le dirais de la même façon aujourd'hui d'ailleurs à ce moment-là, mais pourquoi ne pas y revenir, parce que ça faisait quand même partie aussi de mes convictions. Encore une fois, c'est en termes d'identification dans une espèce de prise comme ça de la mère et de l'enfant que j'inscrirais justement ces empreintes originaires. Et pas encore dans la question des modalités, des relations entre la mère et le bébé, etc. Le soubassement, le tissu même de ces modalités d'engagement comme ça dans la vie entre l'objet et le moi en quelque sorte, même s'il est très embryonnaire à ce moment-là, ce serait ce système d'identification qui garderait cette empreinte. Voilà. On peut dire les choses comme ça. Sur lequel finalement la bisexualité serait exactement, avec l'idée qu'au fond, dans le... Bon, si on reprend par exemple la notion, si on se réfère à la planche par exemple, et à la question des signifiants ou des messages énigmatiques, bon, on peut s'en servir comme ça. C'est sûr que pour la mère, quand je dis que le masculin féminin sont là dès les origines, c'est parce qu'ils sont psychiquement là dans la mère. Voilà. Alors, il y a cette identification, cette empreinte d'identification comme ça des débuts de la vie qui est présente. Et je m'interroge, mais pour l'instant, comment le savoir? Est-ce que d'ailleurs on arrivera à le savoir vraiment? Dans cette identification, il y a à la mère, il doit y avoir aussi des traces de l'autre sexe. Même, je ne sais pas comment d'ailleurs, parce que bon, mais c'est sûr que je pense qu'à l'origine, il y a cette identification-là, et ce qui donne ensuite, de manière peut-être un peu plus construite, l'identification narcissique. Et ce qui t'a amené à l'intérieur de tout ça, de retourner au féminin pur de Winnicott, tu pourrais nous en parler un peu? Alors, oui, le féminin pur de Winnicott est quelque chose que j'ai d'abord admis, moi, quand je lis. Souvent, en plus, j'aime beaucoup Winnicott, et je trouve que c'est très très important de lire Winnicott, parce qu'il a apporté énormément de choses d'une très grande subtilité et d'une très grande puissance sur le plan de la clinique, mais aussi de la métapsychologie. Et je trouve que il y a parfois, bon, ça arrive aussi pour tous les grands, ça arrive aussi pour Freud, et on est arrivé finalement à banaliser Winnicott et à en faire un théoricien de la première ou de la petite enfance, avec voilà, je veux dire, la plus belle illustration étant la commercialisation des objets transitionnels. Voilà. Et du coup, on oublie qu'il a énormément réfléchi et travaillé et écrit sur le plan théorique, et qu'il a construit une théorie en rapport avec celle de Freud, avec des éléments de divergence à certains moments. Mais il sait, quand il est divergent, il le dit. C'est-à-dire qu'il propose quand même toute une construction théorique autour de la psychose. Il reste qu'il revient à Freud. C'est vrai qu'il revient à Freud, absolument, tout en distinguant. Mais absolument. Et il se sert dans ses définitions des concepts freudiens. Alors, ce clivage entre les éléments masculins et les éléments féminins, peut-être, pourquoi pas, enfin, je ne sais pas. Mais là où j'ai été gênée quand je m'y suis... Parce que bon, j'ai commencé par lire, et par travailler, et par utiliser le féminin pur dans, je sais pas, des communications, exposés ou articles, je ne sais plus. Et puis j'y suis revenue,
Et puis ensuite, il y a eu un moment où j'ai été gênée par ceux qui l'y déclarent, à savoir que ce féminin pur serait décontaminé, défait de toute dimension pulsionnelle. Et là, tout à coup, il y a eu quelque chose qui m'a gênée, dans la mesure où, pour moi, dès les débuts de la vie, la pulsion est là. Le pulsionnel est là. Que c'est ça la vie. Les débuts de la vie. Exactement. Donc, cette figure, alors, ou bien j'ai pas bien compris, et pour Winnicott, c'est une représentation fantasmatique de mère idéale, pure, décontaminée, etc. Mais il faut peut-être aller y retourner. Si c'est un produit fantasmatique, pourquoi pas. Mais toi, tu l'as repris beaucoup dans tes cures, en parlant plus comme effectivement comme d'une production fantasmatique, des analysants. Et, tout à fait. Ça a été intéressant de... Alors, mais tu vois par exemple, comment faire la différence entre une représentation maternelle absolument idéalisée, parce qu'il ne parle pas de toute puissance à propos du féminin pur. Mais il faut lire, hein, son article est vraiment complexe. Il faut que je relise encore. Vraiment, oui. Mais effectivement, c'est intéressant quand tu fais tout le parallèle avec ce fantasme-là que les analysants, hommes ou femmes, peuvent développer d'une mère quasi désincarnée. Hein, tout à fait. Désexualisée. Ben oui. Et là, alors là, pour le coup, quand ça apparaît dans des cures d'adultes, c'est vraiment une déformation. Un produit... Et ce rapport-là, la scène primitive. Exactement. Exactement. Voilà. Et on retrouve quand même le refus d'envisager la femme derrière la mère. Quoi. Oui, la femme sexuelle, désirante. Écoute, je ne sais pas comment on en est rendu aussi dans notre... Ça fait une demi-heure à peu près. Oui, peut-être. C'est ça? Exactement. Bon, parce que moi aussi, avant qu'on termine, j'aimerais ça parler de ce qui s'en vient, de ce qui est là, mais qu'on a moins entendu parler quand même. Tu as sorti un nouveau livre sur... Je t'entendais parler de toute ton expérience avec les adolescentes au début de ta carrière. Je ne sais pas si c'est une expérience... On sent que c'est une expérience qui a été très riche, très chargée. Je ne sais pas si ça a duré beaucoup. Ah si, ça a duré... J'ai travaillé à l'Institut Mutualiste Montsouris pendant une 30aine d'années. Mais c'est intéressant de voir que tu y reviens aujourd'hui, après toutes ces années sur l'adolescence, entre l'adolescence ou le passage à l'âge adulte et ton nouveau livre, La jeune fille et le psychanalyste. Tu pourrais nous en parler aussi? Oui. D'abord, c'est vrai que je me suis beaucoup intéressée à l'adolescence et à ce passage. Et moi, ça m'intéresse, les passages. Je veux dire, les mouvements comme ça. Et au fond... où ça bouge, hein? Où ça bouge beaucoup. Et où il y a des possibilités, alors. Et aussi, il y a des prises de risques. Parce que dans toutes ces périodes qui sont... toutes ces périodes de passage, on n'est pas nécessairement pris inéluctablement du côté d'une construction favorable, etc. Je veux dire, dans les prises en charge, dans les traitements analytiques de ces jeunes adolescentes, il y avait des risques, et d'ailleurs ça n'a pas toujours marché. Je veux dire, il y a aussi des évolutions défavorables, négatives, inquiétantes. Enfin, c'est pas... Ce sont des chemins périlleux, hein, ce sont des prises en charge très périlleuses. Mais moi, justement, j'aimais beaucoup travailler à l'hôpital parce que c'était des patients qu'on ne pouvait pas prendre en privé. Le risque de bascule était non, trop fort. Non, il fallait qu'on soit plusieurs sorte. Au niveau de... voilà, c'est arrivé, moi, qu'à la sortie d'une séance de psychothérapie, j'appelle le psychiatre de garde parce que la patiente me disait que j'avais bien compris qu'elle allait se suicider cet après-midi, quoi. Dans une espèce de complicité séductrice avec laquelle c'était impossible de marcher. Donc c'est pour ça, moi j'ai beaucoup travaillé à l'hôpital. Hein, oui, vraiment. Oui. Alors, mon dernier livre, là, La jeune fille et le psychanalyste, en fait j'ai repris un certain nombre de textes que j'avais précédemment communiqués ou publiés à partir de justement mon travail avec ces jeunes filles. Pas seulement à l'hôpital, parce que je suis partie il y a une dizaine d'années de l'hôpital. Oui, parce que, bon, pour des tas de raisons, en particulier j'avais des charges universitaires énormes,
puis parce que j'avais décidé de travailler davantage dans mon cabinet. Et donc, mais j'ai continué à recevoir des jeunes femmes. Je continue d'avoir encore des jeunes femmes chez moi en traitement analytique, mais peut-être moins avec ces pathologies sévérissimes, mais bon, quand même quelques-unes. Et donc, cet ouvrage, ça faisait longtemps que je l'avais en tête. C'était les éditions Duno qui m'avaient proposé pourquoi pas, de reprendre un ouvrage pour leur collection Psychisme qui avait été créée par Didier Anzieux. Et donc j'avais cet ouvrage en tête, et curieusement j'ai mis vraiment beaucoup de temps alors qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient faites. Bon, alors c'est difficile de reprendre des articles pour en faire un livre, c'est beaucoup plus difficile qu'on l'imagine, mais enfin bon. Et puis finalement j'ai décidé de m'y mettre, pour de bon, quoi. Il est sorti en juin dernier, ce livre. J'ai dû le rendre à l'automne. J'ai vraiment décidé de m'y mettre, avec quand même une espèce de résistance, que je vais dire. J'étais inquiète parce que c'est un livre qui est extrêmement clinique. C'est intéressant. Il y a une articulation clinique et métapsychologique qui m'importe énormément. Voilà, c'est aussi une manière de travailler, et c'est aussi un mode d'écriture, parce que quand il y a énormément de cliniques, on abandonne l'austérité du style métapsychologique, par exemple. Parfois c'est un peu austère et condensé. Et en fait, dans chacun des chapitres de ce livre, il y a une problématique, bien entendu, qui se dégage, mais il y a une histoire clinique. Et c'est une histoire clinique, traitement de jeunes filles, et avec des fragments. Avec des fragments, et avec aussi un très fort... le moteur de ce livre, c'est le transfert. Aussi. Oui. On le sent toujours là, quand même. Voilà. Dans ton écriture, tout ce travail-là. Et puis je pense qu'au niveau de l'écriture, je me suis un peu lâchée. Parce que comme ce sont des récits cliniques, il y avait une dimension littéraire. Tu les as repris, donc? Ou tu les as... Je les ai repris, je les ai... certains pas beaucoup, parce que voilà, la forme me convenait. Mais bon, j'ai construit le livre en plusieurs parties. Et Duno m'a pas du tout consulté, mais quand j'ai reçu la 4e de couverture, j'étais enchantée par cette jeune fille en robe bleue, c'est vrai. Voilà, un peu à l'ancienne. Ça m'a rappelé un de mes souvenirs. Moi, j'étais une petite fille à grands cheveux, et j'avais une robe en velours bleu comme ça. Oui. C'était toi, finalement. C'est drôle, quoi, parce que ça vient bien dire la chose, quoi. Je veux dire, ce qui est mobilisé aussi chez l'analyste, c'est la petite fille, la jeune fille et la femme. Ben oui. C'est bien pour ça que j'ai eu la coquetterie d'appeler ce livre La jeune fille et le psychanalyste. Oui, écoute, c'est ça, c'est clair que je ne l'ai pas lu, mais c'était quand même intéressant de te voir revenir à l'adolescence, et quand tu parles de passage dans la vie, qui sera repris plus tard aussi, quand même. Oui, alors pour moi c'était... Là. Exactement, mais c'était une condition pour la publication, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des patientes que j'ai rencontrées il y a longtemps, voilà. Oui, ok, le temps est important là-dedans pour la publication. C'était essentiel. Il y a quelque chose aussi qui, bon, effectivement, tu as travaillé beaucoup sur toute la dimension mélancolique, et ce qui s'en vient, en tout cas, ce qui a été déposé dernièrement aussi, c'est ton article sur l'amour maniaque. Oui. Il y a quelque chose là de vraiment intéressant. Où est-ce que là, tu t'inspires de Nathalie Salzman, tu t'inspires de la position anarchique que vous reprenez ensemble d'une façon un peu différente. Ça, j'aimerais que tu m'en parles aussi. Alors, c'est drôle ce qui se passait avec Nathalie Salzman, ce qui se passe avec Nathalie Salzman, enfin avec ses écrits en particulier. C'est que j'ai trouvé dans certains textes d'elle que j'ai lus tardivement, enfin, ces dernières années, j'ai trouvé des enfin, c'est quelqu'un d'extrêmement ferme, quoi. Elle est très déclarative, et c'est intéressant qu'elle ait ses positions si fermes. J'ai trouvé des idées, et surtout des formulations d'idées, de choses que je pouvais penser, que peut-être je n'osais pas penser.
Par exemple, tous ces développements sur la pulsion anarchiste et sur les pulsions de mort, c'est vrai que ça m'a confortée dans les positions que j'avais. Et puis ça m'a donné comme une espèce d'argumentaire, peut-être l'appui comme ça sur une femme, mère, psychanalyste, quoi. Parce que ça faisait longtemps que je travaillais sur les pulsions de mort en considérant qu'on ne pouvait pas les réduire à des mouvements destructeurs, quoi. Et effectivement, son travail sur la pulsion anarchiste, je l'ai travaillé de très très près. Parce qu'on a fait une journée avec Jacques André sur la psyché anarchiste. Et on a sorti un petit livre collectif là-dessus. Et donc, déjà, il y avait cette dimension-là. Et puis, l'année dernière, c'est souvent aussi quand on vous fait des propositions qu'on avance. Françoise Coblence, qui dirige la Revue française de psychanalyse, m'a demandé de participer de contribuer à un numéro sur la manie, et en s'appuyant sur le texte que j'avais écrit sur Don Juan, qui est dans mon livre, qui s'appelle L'inconstance. Voilà. L'article, le chapitre, c'est l'inconstance. Voilà. Alors, comme ça faisait un moment, déjà avec l'inconstance aussi, que la question de la manie, mais au sens analytique et freudien du terme, m'occupait, enfin commençait à m'occuper, que j'étais revenue au fragment freudien sur la manie, je me suis engagée dans ce travail. Et alors en m'attachant... Mais là, tu étais seule à ce moment-là. Toute seule. Tu étais seule. Oui. Ah oui, ça c'est quelque chose que j'ai fait l'hiver dernier, toute seule. Et j'ai décidé de travailler sur l'amour maniaque, pas sur la manie, sur l'amour maniaque aussi comme moment du transfert, quoi. Et c'est vrai que j'ai été très intéressée par l'article, je le disais hier, l'article de Nathalie Salzman. C'est un article qui m'a été donné par Laurence Kahn. Elle m'en a donné une copie. On travaillait ensemble et elle m'a dit tiens, mais voilà. Et donc pour moi ça a été tout à fait, je ne connaissais pas ce texte, et ça a été un point de départ formidable parce que là encore elle récuse l'association trop convenue entre position dépressive selon Mélanie Klein et défense maniaque. C'est la position kleinienne là, qu'elle critique, et elle va chercher autre chose que cette espèce de binôme position dépressive, position maniaque, défense maniaque, voilà, pour dégager la question de la colère. Et j'ai réfléchi à ce que pouvait être cette colère. Donc ça, avec mon travail j'ai fait un parallélisme entre la mélancolie et la manie, en particulier pour les dégager de leur connotation trop pathologique. Et de la même façon que je pense que dans n'importe quelle cure, il peut y avoir des moments mélancoliques, je réfléchis aux moments maniaques dans les cures avec les caractéristiques de ce... Et qu'est-ce que tu entends quand tu parles à un moment donné? Parce que bien sûr, c'est comme si elle parle de la colère, être fâchée à mort. Oui. Toi, tu t'en distingues un peu. Tu le reprends différemment quand tu parles de... Tu reviens à la relation, finalement, tu parles de la qualification de la relation. Pourrais-tu nous en parler, nous en dire quelques mots? Mais je parle de la qualification de la relation dans la mesure où, au fond, ce qui pourrait constituer comme ça, enfin, être parmi les composantes de l'amour maniaque, il y a l'idée quand même d'une idéalisation et d'une représentation, d'une qualification de la relation à l'objet, enfin qui ne supporterait aucune entrave, aucune frustration, aucune atteinte. Et donc, cet amour maniaque viendrait, enfin, voilà où j'en suis, un peu comme une sorte de contre-investissement triomphant, certes soutenu par la colère, mais qui tendrait à abraser le motif de la colère. Parce que mon idée, c'est que la colère, elle est liée, mais ça c'est une vieille idée, je n'utilisais pas le terme de colère évidemment, pas une idée ancienne, je veux dire, qui a trait pour moi le fait à l'expérience de ne pas être entendu, pas ne pas être écouté, ne pas être entendu. J'entends bien. Voilà. Et en particulier, c'est une scène paradigmatique, c'est pas nécessairement une scène réelle, une scène où en effet l'enfant serait en pleurs ou en chagrin, et où il y aurait comme ça une
disqualification. Mais pourquoi tu pleures? T'as aucune raison de pleurer. Un refus quand même de reconnaissance de la part de l'adulte, hein, de pouvoir imaginer ou de pouvoir reconnaître le motif de la douleur psychique de l'enfant. Et au fond, cette situation, encore une fois, fantasmatique, hein, je me suis demandé dans quelle mesure elle ne pouvait pas être traitée autrement que sur un mode mélancolique, c'est-à-dire avec un retournement contre soi de l'agressivité, un retournement qui chercherait à atteindre l'objet aussi, mais justement avec cette caractéristique quand même de l'amour maniaque, c'est que c'est un triomphe narcissique. Oui, Quoi. Tout à fait. C'est intéressant, c'est là que tu fais toute la séparation entre la séparation de l'objet qui est porteur de douleur, alors que dans ce cas-là, hein, bon, il n'y a pas de tout place. À fait. Il n'y a pas de place pour la douleur. Il n'y a pas de place. Ça colmate tout ça. Alors maintenant, je réfléchis à la manière dont ça peut se saisir. Je pense qu'il y a des moments où l'analyste et le patient sont pris par cette... Alors, c'est pas de la manie, mais par cet amour maniaque. Je pense qu'il y a des moments de rencontre dans l'analyse où il y a une espèce de jubilation comme ça, absolument formidable, parfois liée à une rencontre entre l'interprétation ou ce que le patient peut dire. Et voilà, donc pour moi, ça s'inscrit... au fond, la proposition de Françoise Coblan, c'est un peu comme une interprétation pour moi. Elle disant, bon d'accord, tu as énormément travaillé sur la mélancolie, en même temps tu amorces tout le temps la question de la manie, c'est tout le temps en filigrane finalement dans tout ce que tu écris. Peut-être que tu pourrais écrire un texte sur la manie. Donc c'est comme ça que c'est venu, quoi. Mais tu sais, je t'écoute parler, je me dis, mon Dieu, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on te sent tout le temps en mouvement. Ça, c'est vraiment intéressant parce que, non, je le dis, moi, parce que c'est ce qui me porte. J'en parle souvent, comment t'es quelqu'un qui va mettre de l'espoir. En tout cas, pourquoi? Parce que t'es en mouvement, parce que tu te questionnes, parce que on sent vraiment pour toi qu'il n'y a rien d'établi, qu'il y a plein de portes à ouvrir. Et je te remercie immensément. Vraiment, je te regarde aller, je sens vraiment l'analyste en toi, la femme curieuse, la femme qui cherche à comprendre tout en sachant qu'il va toujours y avoir quelque chose à comprendre. C'est vraiment, vraiment agréable. Merci beaucoup de t'être prêtée à l'entrevue et tu nous donnes le goût de continuer de te lire. Bien, merci de m'avoir fait cette proposition d'échange. Je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est un plaisir. Merci beaucoup.